Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. Rideau hier sur les travaux de la conférence internationale sur le développement à la base. Pendant 2 jours, les participants ont planché sur les politiques publiques pour les communautés à la base, stratégie, approche novatrice et résilience. Renforcement des capacités des acteurs de développement, une convention cadre lie désormais le Centre africain d'études supérieures en gestion et le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo. Mali, le Premier ministre de la transition Choguel Maïga présente son plan d'action gouvernemental, relecture de l'accord de paix, renforcement des forces armées, élections transparentes. Voilà les grandes lignes de ce plan d'action. Recensement général de la population et de l'habitat du Togo. Cette opération de grande envergure va permettre d'actualiser l'effectif de la population et la mise en place d'un système d'information géographique, entre autres. Pourquoi une telle opération et quels en sont les avantages? Nous allons parler avec notre invité, M. Kwasi, directeur général de l'INSED. À suivre également dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Les travaux de la conférence internationale sur le développement à la base, conjointement organisés par le gouvernement togolais et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, se sont achevés hier. Pendant 2 jours, les participants ont planché sur les politiques publiques pour les communautés à la base, stratégie, approche novatrice et résilience. Il s'est agi d'un rendez-vous de partage d'expériences sur les mécanismes mis en place par les États dans le but de répondre aux besoins fondamentaux des populations les plus pauvres, tant en milieu rural que dans les zones urbaines et périurbaines. À l'ouverture des travaux jeudi, M. Mario Pezzini, le directeur du Centre de développement de l'OCDE, a déclaré que les expériences comme celle du Togo pouvaient être utiles aux autres. Les travaux ont été présidés par Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe. Pour elle, le Togo a fait depuis 2008 le choix innovant d'une politique de développement à la base participative et inclusive avec pour objectif de permettre au plus grand nombre de Togolais de s'insérer dans le tissu économique et social. Lancement le 28 juillet dernier à Sokodé de l'opération de distribution de vivres et non-vivres dans les préfectures du Togo. C'est un geste du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'assistance du gouvernement aux victimes des catastrophes naturelles et anthropiques et de la mise en œuvre de la première phase du projet d'appui à l'acquisition et au prépositionnement des vivres et non-vivres au profit des populations vulnérables. Faram Akaka à Top Sokodé. Ce projet, de sa mise en œuvre en 2018, a permis au ministère chargé de l'action sociale, à travers l'Agence de solidarité nationale, de venir en aide à 75 442 victimes. Au lancement de cette opération, le directeur de cabinet du ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, M. Gani Kofi, a exprimé au nom du chef de l'État et du gouvernement la profonde compassion et présenté les sincères condoléances aux familles éplorées. S'adressant aux victimes, M. Gani Kofi a fait comprendre que ce geste ne peut compenser ce qu'ils ont perdu, mais reste un soulagement de leurs peines et soucis. Pour faire face à toutes ces calamités naturelles, M. Gani a recommandé à tous d'intégrer dans leurs habitudes, comportements et techniques de logement et de construction la réalité de ces risques. Faram Akaka, agence togolaise de presse Sokodé pour Radio Lomé.
Fin hier à Lomé des travaux de la table ronde sur l'efficacité de la politique publique à l'aune de la réforme du budget programme et la pandémie à la COVID-19. Quel levier pour la relance économique? Cette rencontre a donné lieu à une signature de convention cadre entre le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG et le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERT. Grâce Goto. À travers ce partenariat, les deux institutions enclenchent une coopération en vue de développer et d'exécuter des actions de formation et de renforcement de capacités au bénéfice des acteurs de développement. Pour Madame Odilia Birenamia Singbe, directrice exécutive du CADERT, cet accord cadre va permettre à son institution et au CESAG de mieux accompagner les parties prenantes à travers la formation, la recherche et les études. Odilia Birenamia Singbe, directrice exécutive du CADERT. Le CADERT est honoré d'avoir conclu cet accord de partenariat afin de répondre de manière plus efficace aux besoins de renforcement des capacités de nos acteurs de développement. Dans la mesure où aujourd'hui le capital humain reste le point essentiel pour la mise en œuvre efficiente des politiques nationales de développement. Et cet accord cadre permettra au CADERT et au CESAG de mieux accompagner les parties prenantes à travers la formation, la recherche et les études, mais également le conseil à la prise de décision. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de la rencontre. Pour le directeur général du CESAG, professeur Serge Auguste Bayala, son centre est une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont la mission est de réaliser l'intégration par le renforcement des capacités des acteurs de développement, aussi bien ceux du public que du privé, pour enclencher la dynamique endogène de développement des États. Professeur Serge Auguste Bayala, directeur général du CESAG. Nous sommes arrivés à des conclusions relativement fortes et intéressantes qui vont permettre à plusieurs niveaux, d'une part d'accélérer le processus de réforme des finances publiques et d'autre part de restituer, de ramener à l'intérieur, je dirais, de la dimension de la réforme, la nécessité d'un suivi et d'une évaluation permanente et continue afin de véritablement atteindre les résultats escomptés par la réforme. Et une dimension qui est fondamentalement forte, c'est la nécessité dans un contexte de Covid d'avoir une certaine agilité, mais aussi d'utiliser cette opportunité pour repenser nos politiques publiques, notamment en matière de santé, en matière d'emploi des jeunes. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Kofi Agbenohevi Pania, a souligné que l'intérêt de ce partenariat réside en ce qu'il offre le cadre pour capitaliser l'expérience et le savoir-faire des deux centres pour mieux générer et transmettre les connaissances nécessaires pour accompagner la réforme du budget programme au Togo et dans la sous-région. Une cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du service de la pédiatrie à la polyclinique d'Agoué-Demapoué s'est déroulée hier à Lomé. C'est une initiative de la commune d'Agoué-Nivé 1 avec l'appui technique du réseau Amplify. Plusieurs personnalités politiques, administratives et autres responsables, dont la ministre de l'Action sociale, Adjovi Londonio Apedo, étaient présentes donc à cette cérémonie. La fin des travaux est prévue pour 2022. Kovi Akwete Adam Bounou, maire de la commune d'Agoué-Nivé 1. Nous nous battrons pour que 2022, ça soit une réalité. Nous sommes en train de mobiliser les fonds tout d'abord au niveau du conseil municipal, et également au niveau des cadres de la commune et aussi des opérateurs économiques et d'autres bonnes volontés. Les populations de la région n'auront plus besoin désormais de parcourir de longues distances pour recevoir des soins, ce qui constitue pour Dr Chilalo Pelei Tagba, directrice de la polyclinique d'Agoué-Demapoué, un grand soulagement. Elle s'en félicite. De la joie que nous exprimons à travers cette cérémonie de pose de première pierre, parce que c'est un besoin qui a été exprimé depuis longtemps par nos populations et par rapport à la situation qui prévaut. Le transfert d'un malade d'un site à un autre nécessite non seulement du temps, aussi des ressources comme une ambulance. Donc c'est pourquoi l'implantation d'une structure sur place nous aiderait beaucoup. Ce joyau ne sera pas seulement utilisé par les personnes de la commune, mais aussi de toute la préfecture. Ceux qui sont aux alentours de la commune vont bénéficier de ce joyau aussi. La médecine moderne compte plusieurs spécialités.
Si certaines disciplines de cette science sont le plus souvent méconnues, d'autres en revanche le sont moins. C'est le cas de la médecine de catastrophe. Qu'est-ce que la médecine de catastrophe et comment fonctionne-t-elle? Élément de réponse dans ce magazine de Aimé Sougliman. La médecine de catastrophe est une discipline appartenant à la médecine d'urgence. Elle traite des situations sanitaires désastreuses impliquant un grand nombre de victimes. Alain Puy-Dupin, formateur à l'école des services de santé de Lomé et Salles. La médecine de catastrophe, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et un autre dicton dit ne pas se préparer, c'est gémir. Donc cette préparation est très importante. Elle porte sur les catastrophes naturelles, sur un attentat. Ça peut être également les situations sanitaires exceptionnelles, telles que les pandémies, comme nous la connaissons. Ce sont les médecins urgentistes, les indispensables paramédicaux qui sont toujours en première ligne lors d'une intervention de la médecine de catastrophe. Comme on le sait, la médecine de catastrophe est donc indispensable aux jeunes médecins dans les facultés de sciences de santé. Or, leur formation ne les prépare pas à faire face à ces genres de situations. Alexandra et Palouki sont tous deux étudiants à Essal. En situation de catastrophe, vous allez recevoir 5, 10, 15, voire 20 victimes. Il faudrait pouvoir gérer pour pouvoir sauver le maximum de personnes. Donc, pas vraiment une formation qui permet de m'améliorer sur le plan médical, mais me permet de gérer l'afflux massif de victimes. La médecine de catastrophe, c'est particulièrement une branche qui est importante pour un médecin militaire. Ça nous permettra de faire facilement face à ces différentes situations. Et aussi, en tant que médecin, ça nous permet de faire ce que nous appelons la catégorisation. Médecine pluridisciplinaire et de masse. La médecine de catastrophe consiste donc à garantir la survie du maximum de victimes. Nadédio Adouti, premier vice-doyen à la faculté des sciences de santé de l'université de Lomé. La catastrophe, on ne sait jamais quand est-ce que ça produit. On dit gouverner, c'est prévoir. Il faut se préparer. Ça peut être les terroristes, ça peut être l'attaque d'un magasin, il y a les gens qui sont pleins dedans. Donc voilà, il faudrait savoir ce qu'il faut faire. Après une intervention, la médecine de catastrophe élabore des stratégies pour la gestion des éventuelles situations de catastrophe. Vivement que cette discipline puisse être introduite dans les facultés de médecine de nos universités. Et les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier, 102 des 1635 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 15 624. Par ailleurs, 47 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 14 385. Deux nouveaux décès ont été également enregistrés depuis hier, portant le nombre total de décès à 152. Le nombre de cas actifs est de 1087. Un total de 403 100 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre de la transition malienne, Choguel Maïga, a dévoilé hier son plan d'action gouvernemental devant les membres du Conseil national de transition, qui fait actuellement office de l'Assemblée législative. Entre autres points saillants de ce programme, la relecture de l'accord de paix, le renforcement des forces armées et des élections transparentes. Charlotte Ahar. C'est un plan d'action en 4 axes qui a été développé par le Premier ministre Choguel Maïga. D'abord, le renforcement de la sécurité. Sur ce point, le Premier ministre s'engage à mettre tous les moyens matériels et humains nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité, notamment renforcement des effectifs, modernisation des équipements et amélioration de la formation. Sur un sujet plus polémique, Choguel Maïga a remis sur la table son projet de relecture intelligente et consensuelle de l'accord de paix, et cela afin d'en favoriser une appropriation collective. Certaines dispositions seront relues selon les modalités prévues par l'accord. Concernant les réformes politiques et institutionnelles, Choguel Maïga prône une rénovation du cadre politique afin de rendre les institutions plus fortes et plus légitimes. Un autre point, l'organisation des élections générales, présidentielles et législatives qui doivent marquer la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Sans surprise, le Premier ministre les promet transparentes, crédibles et inclusives. Le dernier axe, celui de la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Choguel Maïga promet une gouvernance de rupture et d'exemplarité fondée sur la lutte contre la corruption et l'impunité à la base de la déliquescence.
Le chef du gouvernement annonce des audits sur les bâtiments publics, une commission d'enquête sur les démolitions réalisées dans la zone aéroportuaire de Bamako, ainsi que des enquêtes sur les exactions des 10, 11 et 12 juin à Bamako, Sikasso et Kess lorsque des civils manifestants contre le régime de l'ancien président avaient été tués. Choguel Maïga promet aussi de dégager minimum 100 milliards pour les secteurs sociaux prioritaires au bénéfice des plus démunis. Les candidatures à l'élection présidentielle au Cap-Vert prévues pour le 17 octobre prochain doivent être présentées à la Cour constitutionnelle au plus tard le 18 août, soit 60 jours avant le scrutin. Selon le calendrier publié par la Commission nationale des élections, au lendemain de la date limite de présentation des candidatures, le 19 août aura lieu le tirage au sort de l'ordre d'attribution des candidatures au scrutin. La Cour constitutionnelle donnera 48 heures pour remédier aux irrégularités et la décision sur l'admission des candidatures sera connue le 23 août, 5 jours après la date limite de dépôt des candidatures. En République démocratique du Congo, c'est une première victoire pour les agents de la Transco, la société publique des transports en commun à Kinshasa. Entrés en grève depuis lundi dernier, ils ont obtenu hier du ministre des Transports la suspension des dirigeants de la société accusés de mauvaise gestion. C'est une victoire d'étape certes, mais qui ne calme pas complètement les ardeurs des salariés de Transco. Ils ont refusé de reprendre le travail et disent attendre le paiement de leurs arriérés de salaire et des régularisations administratives. Deuxième partie de cette édition, invité du jour. À combien se chiffre la population togolaise? Les opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat devraient apporter la réponse. Les travaux de terrain de la cartographie de ce 5e recensement ont été lancés le 22 juillet dernier à Lomé. Formation des agents recenseurs, mobilisation des ressources, de matériel, toutes les dispositions sont prises par les différents partenaires, entre autres le gouvernement, l'UNFPA et l'ICED pour la réussite de l'opération. Il s'agit d'une opération de grande envergure qui va contribuer à l'actualisation de l'effectif de la population, à la mise en place d'un système d'information géographique, à une meilleure appréciation de l'évolution des tendances démographiques du pays. L'opération est aujourd'hui dans sa phase de la cartographie censitaire. Qu'est-ce que c'est que la cartographie censitaire? Comment se fera cette opération et quels en sont les avantages? Nous allons le savoir avec notre invité, M. Kwame Kwasi, directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Monsieur Kwame Kwasi est au micro de Geneviève Pognon. Monsieur Kwame Kwasi, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Et vous êtes en même temps le coordonnateur du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et l'opération est dans sa phase de la cartographie censitaire. Dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un recensement? Merci bien Radio Lomé pour nous avoir accordé cette interview qui permet de clarifier certains éléments par rapport au recensement général de la population et de l'habitat 5e édition au Togo. Un recensement, c'est un tout. On dit chez nous recensement général de la population et de l'habitat. Le Togolais lambda pense qu'un recensement, c'est aller juste compter les gens et repartir. Et pour le citoyen, c'est en 2 jours, 3 jours, on a fini. Non. Un recensement général de la population et de l'habitat, c'est un comptage systématique de toutes les infrastructures socio-culturelles, socio-sanitaires, socio-économiques, bref, socio-communautaires, y compris les concessions, y compris même des terres cultivables, y compris le bétail, ce que le ménage possède. Un tout. Tous les biens que le ménage possède. Donc, un recensement général de la population s'étend à tous ces éléments-là
C'est pourquoi on ne peut pas se lever et dire je fais un recensement. Donc il faut respecter plusieurs étapes. La préparation dont fait partie la cartographie dont vous venez de faire allusion. Il y a le dénombrement proprement dit, c'est ça là même pour le commun du mortel, c'est ça là le recensement. C'est-à-dire, ça ne dure que 2 semaines au maximum. En moins de 2 semaines, on doit pouvoir finir et donner le chiffre exact de la population, c'est-à-dire du nombre d'habitants désagrégés. Alors, pourquoi un pays doit recenser sa population? Le recensement permet d'abord d'avoir combien de personnes y vivent, classées par caractéristiques socio-culturelles, socio-économiques, socio-démographiques. Et donc, on ne peut pas planifier un développement sans connaître ceux qui doivent en bénéficier. La première des choses, c'est ça. La seconde chose, c'est disposer de toutes les informations dont je venais de citer plus haut et qui rentrent dans la planification du développement et qui vont rentrer dans les différents agendas. Et je vais faire allusion à la feuille de route 2025 du gouvernement. Sans ces éléments, on ne peut pas apprécier ce qui est fait, ce qui en bénéficie des actions que nous posons et comment les bénéficiaires vivent ces actions bénéfiques. Et comment l'opération se déroule-t-elle? Comme je le disais tantôt, c'est tout un processus. D'abord, au plan institutionnel, l'État, le gouvernement prend un acte. Pour le cas du Togo, on a pris un décret en décembre 2018 pour instituer le recensement. Ensuite, commence la constitution des équipes pour le recensement. Il y a l'équipe chargée de la conception des outils, l'équipe chargée des travaux de cartographie, l'équipe chargée de l'analyse, l'équipe chargée de la passation des marchés parce qu'on va acheter des équipements pendant la préparation, l'équipe chargée, bref, de l'ensemble de gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Ensuite, il faut renforcer la capacité de cette équipe-là et passer maintenant à la conception des outils qui sont testés au fur et à mesure. Il y a les outils pour le dénombrement proprement dit, il y a les outils pour la cartographie, c'est-à-dire aller géoréférencier toutes les infrastructures. Quand on finira le recensement, il suffit d'un clic, on saura à quelle position se retrouve Radio Lomé par exemple, on saura à quelle position se retrouve l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques. Et là, tout est géoréférencé, c'est-à-dire les coordonnées géographiques y sont. Il y a maintenant la phase de dénombrement proprement dit qui suit immédiatement la cartographie. Et donc, cette phase-là, en 2 semaines, on a un ensemble de ressources humaines mobilisées pour ces causes-là. Pour le cas du Togo, on aura environ 15 000 agents, contrôleurs, superviseurs, agents recenseurs pour l'opération en 2 semaines. Après cette phase-là, on peut, dans un premier temps, comme nous utilisons la technologie des tablettes, c'est-à-dire on enregistre les questionnaires directement sur les tablettes, après les 2 semaines de coupe instantanée, on peut en moins d'1 mois avoir le chiffre brut, l'effectif brut de la population du Togo. Et la dernière phase, c'est les phases d'analyse qui permettent d'avoir un rapport définitif, des rapports thématiques sur les différents phénomènes que la population vit au Togo. Monsieur le directeur, parlant de la cartographie censitaire, l'une des phases de cette opération en cours sur l'ensemble du territoire national. Alors, qu'appelle-t-on cartographie censitaire et quel est son apport dans le dénombrement de la population? La cartographie, c'est l'opération là qui consiste à localiser, à géoréférencer toutes les infrastructures socio-économiques, sanitaires, socio-communautaires qui existent dans le pays et aussi à découper le pays en zones aérolaires, c'est-à-dire des surfaces bien limitées que nous appelons dans notre jargon zones de dénombrement. Et ça, c'est dans un but de faciliter la collecte des données pendant le dénombrement, c'est-à-dire répartir ces zones-là entre les différents agents. C'est souvent des zones de courte superficie qui permettent de suivre bien les agents sur le terrain. Et avec ces zones de dénombrement, on constitue des bases de sondage pour les enquêtes à venir. C'est-à-dire pour mener une enquête sur la santé ou l'éducation ou l'environnement, on n'aura pas besoin de se tracasser, on se réfère à la base de sondage qui est constituée par exemple de l'ensemble des ZD, puisque chaque ZD zone de dénombrement, à chaque ZD correspond un effectif de population donnée, un certain nombre d'infrastructures données, un certain nombre de concessions données, un certain nombre de répartitions de ménages données.
Et vous savez que c'est dans les ménages qu'on retrouve les individus, donc la population. Nous sommes dans cette phase-là, la phase de la cartographie censitaire. Est-ce que la population est suffisamment informée sur l'opération? Si oui, quel bilan faites-vous? Et les agents cartographes sont déjà sur le terrain, on le sait. Alors, quel bilan faites-vous déjà à une semaine de l'opération? Ah, merci pour cette question. Ça m'amène vers les aspects de sensibilisation dont je n'avais pas parlé peut-être. Disons que pour porter l'information à la connaissance de la population, nous avons commencé par l'installation des comités locaux du recensement. Un comité local du recensement s'identifie à une préfecture et à l'ensemble des mairies que cela peut comporter. C'est pour dire que dans le comité local de recensement, il y a le préfet qui est le président et le maire chef-lieu de la préfecture est le vice-président. Et tous les maires aussi sont membres, y compris les forces de sécurité, la TOP, sont installés dans les préfectures. Donc vous voyez déjà que en s'appuyant sur les préfets, les chefs traditionnels aussi font partie. C'est déjà une première porte d'entrée que nous avons utilisée pour atteindre la population. Ensuite, après l'installation des comités locaux de recensement, nous avons pris soin, avec même votre contribution, de sillonner les différentes régions du pays, en associant aussi les radios communautaires qui sont implantées dans nos localités, par-ci, par-là. À ce jour de la cartographie, on n'a pas entendu d'incidents, c'est-à-dire les rejets, les renvois des agents, on n'a pas entendu ça. Bon, pour nous, on peut estimer que la population acquise à notre cause dans pratiquement 80% des cas. Le Togo, notre pays, a opté pour la décentralisation. Et quel sera l'intérêt de cette opération dans la gestion de nos communes? Merci beaucoup pour cette question également pertinente. Et nous sommes effectivement dans un processus de décentralisation avec 117 communes actives. Et on a besoin d'informations pour des prises de décision. On a besoin d'informations pour les planifications, pour satisfaire les besoins. On a besoin de connaître l'effectif de nos populations. On ne peut pas gouverner sans connaître combien sont sous nous. Donc, on a besoin de tout ça là. On a besoin de savoir quelle commune est équipée de quoi, en quoi. Il veut parler des infrastructures socio-sanitaires, socio-communautaires, etc. Et on a besoin de tout ça là pour nos communes. Et avec cette décentralisation, nous mettons l'accent sur la production de l'information au plus fin niveau. C'est-à-dire, on a les informations au niveau global du pays, on a au niveau région, on a au niveau préfecture, on a au niveau commune, et on a au niveau canton et village. Donc vous voyez, nous faisons un effort et on le fera pour le cas de ce recensement qui est basé sur les tablettes. On le fera pour que au plus fin niveau du territoire, on ait toutes les informations qu'on a collectées. Autrement dit, les communes disposeront non seulement d'un effectif de l'ensemble de leurs différents composantes en termes de canton, en termes de village, mais aussi des différentes infrastructures qui y sont implantées. Et là, ils sauront que il y a telle insuffisance dans telle localité et pourront donc lutter avec l'appui bien sûr de nos partenaires pour combler et bien pour mener une certaine politique d'équilibre en termes d'équipement en infrastructure. Monsieur le coordonnateur du RGPH5, avez-vous un message à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes de l'opération? Le message, il est unique. C'est accorder une oreille attentive à ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons vis-à-vis des membres des comités locaux de recensement. Ce sont eux qui servent de relais des informations sur le recensement. Il faut qu'ils continuent leur travail. Ce que nous voulons au niveau des partenaires techniques et financiers, c'est redoubler d'efforts par rapport aux appuis qu'ils apportent à cette grande opération à laquelle attachent les plus hautes autorités de notre pays. Ce que nous voulons au niveau de la population elle-même, c'est d'ouvrir sa porte à nos agents qui passent et de répondre par des vraies réponses aux différentes questions qui leur seront posées. S'ils ne répondent pas des déclarations fausses, ça ne va pas arranger le décideur à orienter ses actions de développement. Eux-mêmes, ça ne va pas les arranger parce que ça va changer leur position par rapport à l'équilibre de développement. Nous voulons que l'ensemble des acteurs se prêtent chacun à ce qui le concerne pour nos messages en faveur du recensement de la population de l'habitat au Togo. Merci, monsieur le coordonnateur. C'est moi qui vous remercie.
Écho du Palais à présent. Chaque année, plus de 2 millions de personnes sont victimes de la traite. Le Code pénal définit la traite des êtres humains comme le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à la disposition d'un tiers afin, soit, de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelle, d'exploitation, de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou tout délit. La définition de l'infraction montre donc que la traite des êtres humains peut revêtir plusieurs formes. Pour le cas qui nous concerne, le sieur Kossi, marié, père de 7 enfants, a tenté de vendre sa fille Valérie pour subvenir aux besoins de sa famille. Conduit devant la justice, il a été condamné par la cour d'assises de Lomé à 5 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Au cours du mois de mai 2018, le sieur Kossi eut l'idée de vendre sa fille Valérie, âgée de 5 ans. Il fit part de son idée à son ami Claude. Ce dernier, faisant semblant de l'aider, lui fit croire qu'il a trouvé une dame riche qui était intéressée par son affaire et prête à lui payer la somme de 90 millions de francs CFA en échange de sa fille. Suite à leur discussion, Claude fit savoir à Kossi que la dame en question serait à Tabligbo le 18 mai 2018 et qu'il devra se présenter avec sa fille. À la date convenue, Claude alerta les agents de la direction centrale de la police judiciaire à l'insu de Kossi. Ignorant les réelles intentions de son ami, ce dernier se présenta au lieu du rendez-vous accompagné de son enfant. Il vit Claude à côté d'une voiture qu'il pensait être celle de la dame qui voulait acheter sa fille. Mais s'en étant rapproché et ayant jeté un coup d'œil à l'intérieur, il y vit 4 personnes. Redoutant qu'il s'agissait d'agents de la police judiciaire, il tenta de prendre la fuite. Rattrapé et interpellé, il fut déféré au parquet d'instance de Tabligbo et inculpé de tentative de traite de personnes à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. Interrogé tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, l'inculpé Kossi a reconnu les faits de tentative de traite de personnes qui lui sont reprochés. Il justifia toutefois son acte par la pauvreté et ses difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Il convient cependant de relever que cette explication qui apparaît comme un moyen par lequel l'inculpé cherche à atténuer sa responsabilité ne saurait cependant prospérer dès lors qu'aucune pauvreté ne saurait justifier un acte de cette espèce. En effet, l'inculpé, qui est un vulcanisateur converti en mototaxi, ne pouvait pas ignorer que c'est seulement par le travail qu'on peut nourrir et entretenir sa famille. Il est clair que son acte était plutôt motivé par l'appât de gain facile, l'oisiveté et la cupidité, car, ainsi qu'il le déclare lui-même, il avait pleine conscience que l'acte qu'il posait était répréhensible. Amené devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugé, le sieur Kossi a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Son avocat, maître Kafuya Mekouji, se prononce sur cette décision de la cour d'assises de Lomé. Je pense que la cour pouvait encore faire un peu plus d'efforts parce que pour nous l'infraction n'était pas constituée. C'est vrai, les faits qui lui sont reprochés sont graves, c'est choquant, mais est-ce que sur le plan du droit, est-ce qu'il y avait réellement infraction? Voilà là où j'attendais la cour. Mais malheureusement, je crois que la cour a été plus dans l'émotion et a préféré plutôt condamner l'accusé à 5 ans d'emprisonnement. Il vient d'en faire un peu plus de 3. Je viens de discuter avec lui sur sa volonté ou non de faire un pourvoi. Il m'a dit qu'il ne souhaite pas faire de pourvoi et qu'il compte donc purger le reste de la peine, quitte à sortir dans pratiquement 2 années. À samedi prochain. Du sport à présent et du football, le club de la capitale amie du monde a perdu son 2e match de poule du tournoi de qualification de la Ligue africaine des champions féminines de la CAF face à US FA du Burkina Faso, 1-1.
contre 2. Un résultat bien insuffisant pour la suite du tournoi. Kilim Payode. Tout comme lors du premier match, le club togolais est cueilli à froid par les filles burkinabais après seulement 8 minutes. Omolacho Magan et la Djankale marquaient contre son camp. La réaction des Togolaises arrive rapidement à la 17e minute grâce au but de Senyebia Awisi Tassa. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la partie, l'USFA du Burkina Faso obtient un penalty qui est transformé à la 87e minute du jeu. Avec le même nombre de points que les 11 sœurs de la Côte d'Ivoire et le même goal différentiel, les Togolaises se qualifient pour la demi-finale pour avoir marqué plus de buts que les Ivoiriennes. Football toujours, mais loin des terrains, la saison sportive 2020-2021 a pris fin depuis le 18 juillet passé avec la finale de la D2. Et d'ores et déjà, nombreux s'interrogent sur le format à adopter pour la saison prochaine qui ne va pas tarder à démarrer. Sous le coup de gémissement de la pandémie à coronavirus, la Fédération togolaise de football a organisé cette année des championnats avec des formats particuliers. En effet, la première division s'est jouée en 2 poules A et B, l'une au sud et l'autre au nord. Une compétition qui s'est déroulée pratiquement en 3 mois. La deuxième division, elle autre, s'est jouée en 3 poules. Plusieurs acteurs ont jugé ces formats moins représentatifs des vraies performances des clubs. Interrogé sur la question du format à adopter pour la saison à venir, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Chris Dake, affirme que la saison prochaine, les formats connaîtront de légères modifications pour que la compétition dure un peu plus dans le temps et pour qu'au finish, ça soit vraiment des équipes compétitives qui aboutissent. Même si plusieurs prônent un retour au format classique où toutes les équipes se rencontreront en une poule, la pandémie à coronavirus qui s'éternise laissera-t-il le temps aux acteurs de l'organiser? La question reste posée. Football toujours, annoncé partant depuis de nombreux mois, Erling Haaland a réaffirmé son souhait de poursuivre une année de plus au Borussia Dortmund. Lassés par les rumeurs persistantes, les dirigeants du club allemand ont poussé un coup de gueule. Ces derniers jours, il a notamment été question d'une offre mirobolante de Chelsea qui serait prêt à débourser 150 millions d'euros pour assurer l'ancien Goliath du Red Bull Salzbourg. Alors que la Bundesliga va bientôt reprendre, Dortmund pourrait réussir à garder son buteur qui disposera d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros dans un an. La revue de presse pour refermer ce journal. S'il y a un sujet sur lequel la presse togolaise dans son ensemble est largement revenue cette semaine, c'est bien le séminaire gouvernemental qui s'est tenu courant le week-end dernier à Accra. Juliette Kandé. Le séminaire gouvernemental tenu dimanche et lundi dernier à Accra a été dirigé par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. L'équipe gouvernementale au grand complet a passé en revue les différents projets du programme quinquennal 2020-2025 lancé il y a 9 mois. La plupart des journaux, Togo Matin, Nouvelle Opinion, Forum de la Semaine et autres ont présenté cette activité du gouvernement en factuel. Cependant, l'Union pour la patrie estime que le président de la République a initié cette rencontre comme pour mettre les ministres face à leurs responsabilités par rapport à leur mission, chacun devant faire le rapport de l'état d'avancement de ces projets, car il sait que par le passé, beaucoup n'ont pas pu aboutir, mentionne le journal. À Accra, on a parlé réalisation, succès et difficultés exprimées en défi à relever. Clairement, certains ont pu tenir. D'autres n'ont pas vite trouvé les pas, poursuit le journal. Le billet hebdomadaire va encore plus loin pour signifier que certains aussi ont réussi à générer des scandales dans leur département au point où les collaborateurs n'ont pas eu le cœur à l'ouvrage pour faire avancer les dossiers. Au journal de souhaiter que de ces rencontres permettent de cerner les difficultés pour éviter l'échec en 2025. Le journal aborde aussi les difficultés financières. Il n'est pas superflu de clamer que l'argent ne suit pas forcément le rythme des ambitions prescrites, écrit le confrère. Affaire d'espionnage, les parutions de la semaine en ont fait leur chou gras. Le 24 juillet dernier, RFI annonce que plus de 300 numéros de téléphone au Togo sont ciblés par Pegasus, un logiciel espion israélien.
Les personnes espionnées sont des militants de partis politiques, des journalistes ou encore des opposants politiques. Sous le titre « L'épisode du Pegasus n'est que la face émergée de l'iceberg ». Togo Matin, après avoir nommé quelques cibles, estime que c'est du bruit pour rien, car, poursuit le journal, qui ignore aujourd'hui les moyens utilisés par les services de renseignement pour parvenir à leur fin. Une interrogation posée donc par Togo Matin. Pour ce quotidien privé, plus la technologie évolue, plus les États acquièrent des moyens sophistiqués pour surveiller les personnes ou les groupes qui pourraient constituer une menace. Forum de la semaine aborde dans le même sens et pense que Faure Gnassingbé a ramené tout le monde à terre après son intervention autour de cette affaire. En effet, interrogé par le journal Le Monde sur l'utilisation de Pegasus au Togo, le chef de l'État a répondu « Chaque État souverain s'organise pour faire face à ce qui le menace avec les moyens dont il dispose ». Dans une autre parution, le quotidien Forum de la semaine propose une intervention du député Djeri Tama pour qui reprocher au gouvernement de suivre ses acteurs à travers ce logiciel considéré par les citoyens comme illégal et trop lourd en termes de coûts est un fantasme. Comme pour répondre à Liberté qui titre à sa une Pegasus Gates, 51 milliards de francs CFA dépensés en 5 ans par Faure Gnassingbé pour espionner ses opposants. Pour le biais hebdomadaire, l'alternative, Faure Gnassingbé choisit ses terroristes. Et puis Covid-19, le pays connaît une nouvelle flambée, à croire qu'on traverse une nouvelle vague de la pandémie. Les confrères rappellent la nécessité de respecter les gestes barrières. Insolite pour finir, une candidate accouche en plein examen du bac 2. Quelques journaux en ont parlé. La scène se passe au centre d'écrit du lycée de Pagouda, dans la Bina, région de la Kara. La candidate est rentrée en travail alors qu'elle composait en allemand. Elle a été conduite à l'hôpital où elle a donné naissance, tenez-vous bien, à des jumeaux. Elle est revenue continuer l'examen le lendemain. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc la fin de ce magazine Pluriel. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.